La mixité à l'école en France de 1850 à 1975. Dès 1791, Nicolas de Condorcet défendait l'instruction en commun des deux sexes comme mesure démocratique mais n'a pas été écouté. Mettre les filles et les garçons ensemble n'a jamais été une simple question de gestion des sexes. La mixité est à ne pas confondre avec la parité. La mixité scolaire est un objectif politique et social pour certains et a obéi à une nécessité institutionnelle pour d'autres. On parlera aussi de coéducation chez les Anglais et de gémination qui renvoie à l'idée générale de co-instruction des deux sexes. L'école, qui est un établissement dans lequel est donné un enseignement collectif, cristallise les débats en France depuis toujours. On traitera surtout de l'instruction maternelle et primaire, mais aussi du secondaire avec les collèges et les lycées. Une non-mixité en France reviendrait à ne pas comprendre à quel point nos systèmes scolaires sont le produit d'une histoire modelée par des cultures nationales spécifiques. De plus, cette idée de mixité scolaire est une bagarre idéologique alimentée par la morale religieuse et la domination masculine. En effet, l'Église a toujours voulu avoir la mainmise sur l'instruction des filles, qui était au XIXe siècle bien en retrait par rapport à celle des garçons, cette dernière étant confiée aux mères dans la sphère familiale. Le mélange des sexes exige de discuter des savoirs dispensés par l'école, du contenu des politiques menées par les gouvernements. La période 1850-1975 a vu de lourds changements et bouleversements au sujet de l'éducation des enfants en France. L'année 1850 correspond à la loi Fallou, qui reconnaît l'enseignement primaire pour les filles, et c'est en 1975 qu'on voit la mixité imposée à tous les degrés de l'enseignement par la loi Haby. C'est la raison pour laquelle on peut se demander de quelle manière la mixité a-t-elle été intégrée dans les écoles en France, de la mi-19e jusqu'à la fin du XXe siècle. Il paraîtra important d'étudier les motivations de ces changements. Le XIXe siècle correspond à la séparation stricte des sphères masculines et féminines. On voit l'apparition de salles d'asile pour les enfants de 2 à 6 ans pour permettre aux mères du peuple qui travaillent de les faire garder. Elles accueillent les enfants des deux sexes, les filles y entrent plus tardivement que les garçons. En 1881, on dénombre 5000 salles d'asile, mais elles ne touchent que 20% des enfants. Elles sont tenues à 80% par un personnel religieux et font l'objet de multiples critiques des républicains. Elles sont de véritables écoles maternelles, grâce à Pauline de Kergomar, l'inspectrice générale des salles d'asile de 1879 à 1917. Le choix du terme école maternelle n'est pas anodin. Seules des femmes capables de s'occuper de jeunes enfants s'en chargent, des mères de substitution idéales. La mixité de ces établissements est reconnue officiellement. On espère qu'au contact l'un de l'autre, chaque sexe améliore ses qualités naturelles. Au XIXe siècle, on voit l'intervention croissante de la puissance publique dans le domaine scolaire, un enjeu essentiel pour l'État, et cela a commencé avec la loi Guizot de 1833 qui oblige les communes de plus de 500 habitants à se munir d'une école de garçons. Il avait d'ailleurs proposé l'ouverture d'écoles pour filles, mais cela ne sera pas retenu. Dans les petites communes sans école de filles, les classes dites géminées sont autorisées. La gémination correspond à la coprésence des deux sexes et une répartition par âge. La loi Fallou du 15 mars 1850 montre une reconnaissance de l'enseignement primaire pour les filles de l'État. Les communes de plus de 800 habitants ont une obligation de posséder une école de filles. Les institutrices sont peu nombreuses. Les petites écoles tenues par une ou deux sœurs d'une congrégation féminine se multiplient à la campagne. L'alphabétisation féminine progresse et rejoint celle des garçons dans les années 1860. Le 10 avril 1867, c'est la loi de Victor Duruy, le ministre de l'Instruction publique, sous le Second Empire. Sa loi sur l'enseignement primaire oblige la nomination d'une femme dans toutes les écoles mixtes, capable d'enseigner les travaux d'aiguille. Les communes de plus de 500 habitants doivent toutes créer et entretenir une école de filles. La loi Duruy fixe aussi les rémunérations des instituteurs. En 1881-82, ce sont les lois de Jules Ferry. Elles prévoient la gratuité, la laïcité et l'obligation scolaire de 6 à 13 ans pour les enfants des deux sexes. La loi Goblet de 1886 impose la mixité dans les écoles des villes de moins de 500 habitants pour des raisons économiques. Enfin, en ce qui concerne le secondaire, il y a la loi Camille C du 21 décembre 1880, avec l'idée de compléter l'éducation familiale, de développer une nouvelle culture scolaire qui prépare à la vie d'adulte. Le lycée de jeunes filles voit le jour.
Trop peu nombreux à la fin du Second Empire, les établissements secondaires vont se multiplier rapidement début XXe. On voit donc ici une volonté rapide d'évolution sur la condition scolaire dans la seconde moitié du XIXe siècle. La coéducation des sexes fut un rêve du XIXe siècle. La mixité déjà présente dans quelques petites écoles de campagne se développa au XXe siècle au gré de la rationalité budgétaire et géographique. La sexualité à l'époque était un souci, on l'appelait le péché dans la religion, où le mélange des sexes était défini comme la promiscuité. La proximité des enfants des deux sexes à l'école inciterait à une sexualité précoce et désordonnée, qui détournerait de la concentration intellectuelle et l'attention au savoir. Il y a des avis opposés sur l'instauration d'une mixité scolaire. La mixité serait un fait d'expérience, à partir duquel le principe d'égalité est mis en œuvre. Les lois de Ferry et de Duruy ont pour but de lutter contre le poids de l'Église et des congrégations religieuses sur l'enseignement, où l'enseignement sera interdit dès 1904. On aura d'ailleurs, un an plus tard, la loi de la séparation de l'Église et de l'État. Victor Duruy a créé en 1867 les cours secondaires pour les jeunes filles de 14 à 18 ans, qui seraient enseignées dans des locaux municipaux avec un contenu adapté aux filles. Ces enseignements sont dispensés par des professeurs de collège et de lycée de garçons, suite à un manque de personnel féminin qualifié. Ces cours font un scandale chez les cléricaux qui craignent que l'Église ne perde son monopole sur l'enseignement féminin et craignent même que les filles se masculinisent. Dans le dictionnaire de Littré, en 1877, le terme mixité n'est pas mentionné, mais une coéducation avec l'exemple pris sur les Américains. Gabriel Compéré, dans son Histoire critique des doctrines de l'éducation en France, admet que la coéducation est possible pour les filles du peuple à l'âge de la scolarité primaire, mais pas pour les filles de la bourgeoisie. Ce mélange froisserait les pudeurs, des répugnances instinctives et produirait plus de mal que de bien. Différents congrès féministes de 1878, 1889 et 1900 prônent la coéducation en s'appuyant sur les États-Unis. L'impact aura finalement été limité. La coéducation a donc une place importante au début du XXe siècle dans le débat public. Elle favorise la fin de la haine des sexes et des préjugés. Chaque sexe doit conquérir les qualités de l'autre. Cette co-instruction est déjà appliquée dans les salles d'asile ainsi que dans les petits villages avec un faible nombre d'élèves qui sont séparés dans la cour de récréation et dans la classe, parfois avec un rideau. Une co-instruction par défaut qui perdure, en partie dans l'entre-deux-guerres, transformée et légitimée par la gémination des classes. Dans l'entre-deux-guerres, les discussions reprennent pour l'enseignement primaire. En 1922, une circulaire du ministre de l'Instruction publique, Léon Bérard, autorise la présence des filles dans les classes de première et de philosophie des lycées de garçons. Elle sera étendue en 1926 aux classes élémentaires de ces établissements sans problème. À propos des écoles rurales, le débat sur la gémination durera près de 7 ans. La loi Brenier de 1933 autorise le regroupement des élèves par classe d'âge plutôt que par sexe dans les écoles primaires. On privilégie la prise en charge des enfants par un couple d'instituteurs, la femme s'occupant des plus petits, de 6 à 9 ans, et l'homme des plus grands, de 9 à 13 ans. L'institutrice est en réalité une mère de remplacement. L'Église conteste encore. La présence conjointe des deux sexes à l'école primaire est pour elle fondée sur un naturalisme négateur du péché originel. La discussion à la Chambre des députés en février 1933 porte sur l'enseignement de la couture et des tâches ménagères, 1 heure par semaine pour les classes des grands. Dans la suite des débats, la coéducation est définie comme le mélange des sexes en classe et en récréation. Entre 1926 et 1933, les discussions sont nombreuses sur les principes, mérites et inconvénients de la gémination dans les écoles rurales. En 1936, la loi Jean Zay rend obligatoire l'instruction primaire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 à 14 ans. Selon la loi Goblet de 1886, dans une classe mixte, l'enseignement serait donné par une institutrice. La première proposition de légaliser les écoles géminées, au nombre de 2000, date du gouvernement Herriot de 1926. En 1930, le Sénat autorise la transformation d'écoles de filles à effectif réduit en écoles mixtes de 1 ou 2 classes. Un an plus tard, selon le journal officiel, il y a en France plus de 63 000 écoles, dont plus de 6 000 sont mixtes et dirigées par un instituteur, et près de 18 000 sont mixtes dirigées par une institutrice.
En 1933, plus de la moitié des communes ont une école mixte. Il y a la nécessité de changer la loi Goblet. Les institutrices sont considérées comme des mères réelles ou potentielles, non comme des professionnelles. Leur rôle d'épouse et de mère est mis en avant. Elles donnent des cours de couture et d'éducation ménagère dans les deux classes. Il y a une nécessité de réaliser des économies dans l'enseignement primaire élémentaire. Un décret du 5 juin 1934 instaure au-dessus du seuil de 35 élèves une classe mixte. Dans les années 1930, il y a une insistance dans les discours institutionnels sur le rôle spécifique des filles et des femmes, avec le développement des cours d'enseignement ménager. Dans les années 1920-1940, des modèles de mixité s'élaborent, écart à la norme scolaire de séparation des sexes, concernant un certain nombre d'élèves d'écoles primaires dites géminées, en zone rurale et dans certains quartiers urbains. Sous le régime de Vichy, il y a une régression dans les évolutions éducatives en cours. On différencie alors l'enseignement féminin, ce qui ne durera guère longtemps, car peu à peu la mixité va s'imposer après la guerre. Après la guerre, avec l'urgence de la reconstruction et pour des raisons économiques, la gémination est conseillée dans les écoles primaires dès 1933, en 1957 dans le secondaire, les collèges et les lycées étant des lieux d'entre-soi masculins. Autoriser les lieux d'enseignement mixtes est plus pratique et moins cher. Le terme coéducation est encore présent dans le texte officiel de 1957. Le mot mixité, acclimaté par le débat pédagogique, apparaît dans la circulaire du 3 juillet 1957. Elle est alors instituée dans l'enseignement secondaire pour des impératifs économiques et démographiques. Aussi, la contestation est vive sur la présence conjointe des deux sexes, en présence de la puberté qui augmente les dangers liés à la promiscuité des sexes. Certaines circulaires autorisent l'accueil des filles dans les collèges de petite taille et certaines classes de lycée de garçons quand les villes ne possèdent pas d'établissement de filles. Les réformes Berthoin en 1959 et Fouché-Capel en 1963 repoussent l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans. De plus en plus d'élèves accèdent au lycée. Le baccalauréat se démocratise et se féminise. C'est en 1963 que la définition de la mixité est donnée dans le dictionnaire Le Grand Larousse, comme l'état d'une école où les filles et les garçons sont admis. L'Église condamne encore ce qu'elle appelle la coéducation des sexes, alors que des pédagogues chrétiens s'interrogent sur les bienfaits de la coéducation et de la mixité. Banalisée dans l'enseignement primaire, la mixité se généralise. Les écoles primaires de filles et de garçons sont fermées progressivement pour privilégier la création d'écoles mixtes, aux classes plus nombreuses et moins chargées. Mais l'école reste un lieu de socialisation différencié des sexes jusqu'aux années 1970. Dans les années 1970, le terme mixité se banalise et l'emporte sur la coéducation. La loi Haby de 1975 impose la mixité à tous les degrés de l'enseignement et crée le collège unique. Mais c'est en réalité un an plus tard, dans les décrets, que la mixité est introduite à tous les degrés. L'article 10 du 28 décembre 1976 précise que les classes maternelles et primaires sont mixtes. Le système scolaire reste toutefois masculin dans sa conception. Les ouvrages de lecture proposés aux élèves préparent garçons et filles au rôle qu'on attend d'eux une fois adultes. Les événements de mai 1968 et les mouvements féministes des années 70 font naître des critiques de l'éducation comme élément de perpétuation des stéréotypes. On demande à la société de regarder les femmes autrement. L'éducation physique et sportive des collèges et lycées, longtemps non mixtes, révèle des résistances de l'institution face à la mise en œuvre de l'égalité entre les sexes. Le livre de Elena Gianni Bellotti, paru en France en 1974, qui s'intitule « Du côté des petites filles », a produit un retentissement important en montrant l'origine des discriminations envers les filles dans la petite enfance et la persistance des différences éducatives considérables entre les sexes. Désormais, le sort des filles interpelle. C'est donc par de multiples lois et volontés républicaines que la mixité s'est imposée entre 1850 et 1975 à l'école en France. La deuxième moitié du XIXe siècle a été marquée par une séparation stricte des garçons et des filles, par des écoles propres à chaque sexe. Mais c'est grâce aux lois de Fallou, Goblet, Duruy, Ferry et Camille C que l'idée de coéducation a vu le jour. La mixité a été pendant des années un sujet de débat, notamment avec l'éducation des filles, qui a fait réagir l'Église,
avec la volonté de garder la mainmise sur elles. Peu à peu, dès le XXe siècle, ce sont les notions de gémination, de mixité, qui ont vu le jour. Les années 70 et l'après-mai 68 ont permis l'émergence d'idées féministes avec l'intention d'interpeller sur le sort des filles. C'est finalement en 1976 que la mixité s'est généralisée à tous les degrés de l'enseignement grâce à l'impulsion de la loi Haby. En matière d'éducation, le 19e siècle français porte un héritage à la fois lourd et complexe. Depuis quelque temps, les interrogations autour de la mixité scolaire se multiplient. En 1982, l'État français réagit pour qu'une circulaire proclame que la mixité à l'école doit assurer la pleine égalité des chances, lutter contre les préjugés sexistes et faire disparaître toute discrimination à l'égard des femmes. La mixité de l'espace scolaire continue à faire réagir. Elle est remise en cause par certaines familles et par un ministre de l'Éducation nationale envisageant la non-mixité comme solution possible aux violences scolaires. C'est Xavier Darcos, en mars 2003. Mais la mixité est nécessaire, mais pas suffisante pour dissoudre les inégalités chroniques.